Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de l'investissement startup pour le musulman. Je vais vous donner mon avis sur la pertinence, sur la rentabilité, sur les contraintes qu'il y a dans l'investissement startup et si je recommanderais ou pas cet investissement. Je tiens à le rappeler, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Mon objectif avec cette dernière est de vous sensibiliser sur les questions liées à l'investissement et de vous apporter une manière de penser qui est différente de celle qui peut vous être véhiculée de manière générale ou de celle que vous avez peut-être de base. Grâce à cette pensée, grâce à cette philosophie que je vais vous apporter, ça vous permettra de constituer et d'adapter votre stratégie d'investissement, Inch'Allah, ou en tout cas je l'espère. Si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement vous vous intéressez à l'investissement startup, ou peut-être que vous avez déjà investi en startup, ou peut-être que ça fait déjà plusieurs années que vous êtes dans l'investissement startup. En regardant cette vidéo, peut-être que, Inch'Allah, je vais vous faire changer d'avis sur l'investissement startup en bien ou en moins bien, et ce qui va vous permettre, je l'espère bien entendu, de gagner de l'argent. Avant de commencer la vidéo, je vous demande de soutenir la chaîne, abonnez-vous et partagez la vidéo afin qu'elle soit bénéfique à un maximum de personnes, Inch'Allah, et surtout, ça me permettra de proposer du contenu toujours plus qualitatif pour vous aider dans l'investissement licite et sans riba. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit se poser une première question. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en startup ? Pourquoi est-ce qu'on doit se poser cette question ? Parce que, en réalité, l'investissement en startup n'est qu'une question de probabilité. Et ça, c'est les plus grands fonds d'investissement francophones qui vous le diront. C'est les plus grands fonds d'investissement, les plus grands investisseurs business angel qui pourront vous le dire. Parce que je me suis coltiné des centaines d'heures de vidéos pour comprendre qu'est-ce qui fait réussir un investissement en startup. Et en fait, on se rend compte que c'est qu'une question de probabilité. Pourquoi je vous dis ça ? Si vous prenez le temps de vous renseigner sur les différents fonds d'investissement, les différents VC, ce qu'on appelle venture capital, qui investissent, qui sont spécialistes de l'investissement startup, on se rend compte que le point commun qu'on retrouve entre toutes ces boîtes, tous ces fonds d'investissement, c'est la quantité. On se rend compte que sur une année, leur portefeuille de start-up va augmenter de entre 80 et 100 start-up. C'est-à-dire que, imaginez, on a par exemple le fonds de Kima Venture, donc qui est géré par Jean de la Roche-Brochard, qui chaque année réalise une centaine d'investissements. Une centaine d'investissements, ça signifie 2 investissements par semaine. On a 52 semaines, grosso modo, on parle de 2 investissements par semaine. Et quand on l'écoute parler, Jean de la Roche-Brochard, il nous explique que sur les 100 startups dans lesquelles le fonds investit, on a à peu près 90 voire 95% de ces startups-là qui vont mourir, qui vont disparaître. Et on a une toute petite partie restante qui va générer cette plus-value. Et attention, ce n'est pas la seule statistique qu'on va retrouver. On en a aussi d'autres. Ça va être par exemple, tout le monde connaît cette statistique dans les startups, c'est qu'au bout de 5 ans, 90% des startups meurent. Quand on parle de mourir, c'est un dépôt de bilan, plus de cash, plus personne, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas assez d'argent qui rentre. 90% des startups. Donc, on comprend déjà le jeu de avoir beaucoup de startups dans son portefeuille pour multiplier ses chances d'avoir un tout petit nombre de startups qui va nous générer une plus-value et c'est cette plus-value qui va permettre de compenser la perte qui a été réalisée par les autres. À première vue, vous pouvez vous dire, mais attends, mais c'est complètement débile de faire ça. Si moi j'investis dans 100 startups et que sur 100 startups, j'en ai 90 qui vont mourir et que j'en ai que 10 qui vont me rapporter de l'argent, c'est une perte monumentale, c'est une perte considérable. Ça ne sert absolument à rien parce que j'ai beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Mais attendez, c'est pas là où je veux vous amener, ou en tout cas, c'est pas là où je veux vous amener pour le moment. On va continuer à parler nombre, à parler probabilité. Le premier problème que je constate dans l'investissement startup pour le musulman, après vous avoir fait ce petit inventaire, ce petit retour statistique, c'est que sur toutes les startups qui naissent en France, vous vous doutez bien qu'on n'en a qu'une très petite partie qui sont intéressantes, qui sont pertinentes. Donc, je vais donner des chiffres pour qu'on essaie de comprendre un petit peu. Imaginons qu'en France, on a 10 000 startups qui se lancent chaque année. Sur les 10 000 startups, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne sont pas sérieuses, qui n'ont absolument pas leur chance. Donc allez, on va peut-être en éliminer 3 000. Mais ouais, je reste large. On va peut-être en éliminer 3 000.
Disons qu'on élimine ces 3000 startups, il va nous en rester 7000. Maintenant, on va avoir un sacré arbitrage à faire. Pourquoi? Parce que sur les 7000 restantes, je vous laisse imaginer le nombre de startups qui sont lancées par des fondateurs musulmans. Et là, on se rend compte que le chiffre descend drastiquement tout d'un coup. Bien entendu, ce n'est pas une condition. Vous avez le droit d'investir dans une boîte qui n'est pas tenue par un musulman. Je ne parle pas de ça. Le problème, c'est que si vous investissez dans une boîte qui n'est pas tenue par un musulman, vous vous exposez de manière intrinsèque à des risques comme Ar-Riba, à des risques comme l'entrepreneur qui va switcher son activité sur quelque chose qui est illicite. Et donc ça, en fait, ce risque-là, on ne peut pas se le prendre. On n'a tellement pas assez de propositions d'investissement en tant que musulman qu'on ne peut pas déjà commencer à prendre des risques. On est obligé d'être très sélectif et très rigoureux dans notre manière d'investir. Donc déjà, sur les 7000 qui va rester, on en enlève déjà une très grande partie où on a des fondateurs qui ne sont pas musulmans. Et des fois, même dans les fondateurs qui sont musulmans, on a des fondateurs musulmans qui n'ont absolument rien à faire des critères islamiques du musulman qu'il doit respecter. Par exemple, il n'en a absolument rien à faire de riba, il n'en a absolument rien à faire de son activité, il n'en a absolument rien à faire du taux d'endettement. Tout ça, il n'en a rien à faire. Donc, juste comme ça, à vue de nez, je vous laisse imaginer, ou en tout cas, allez, je vous pose une question. Quel est le nombre de startups dont vous avez entendu parler qui ont un potentiel de marché, qui ont des fondateurs musulmans qui sont prêts à respecter les règles de finance islamique? Et là, très honnêtement, on descend à un nombre de startups qui se compte sur les doigts d'une main, en tout cas en France. Vraiment sur les doigts d'une main, si ce n'est même les doigts d'une seule main. Et là, on se pose la question, bon, attends. On voit que les plus gros fonds d'investissement investissent dans 100 startups et ils en ont 90 qui meurent. Nous, en tant que musulmans, les startups qu'on a à notre disposition, on en a peut-être 10 au maximum par an dans lesquels on peut investir. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'investissais dans les 10 startups, si on regarde les probabilités, sur les 10 startups, il y en a 9 qui vont mourir et une seule qui va rapporter de l'argent. Ah, là, normalement, vous commencez un petit peu à vous rendre compte de la supercherie, entre guillemets, de l'investissement startup. Et quand je parle de startup, je parle vraiment d'un modèle économique bien spécifique. Vous devez savoir que les caractéristiques d'une startup, c'est tout d'abord son caractère innovant, son caractère novateur. Un nouveau marché à adresser, une nouvelle manière de l'adresser, un nouveau problème qui est résolu, une nouvelle manière de facturer des clients. Je ne sais pas en fait. Mais startup, ça a en règle générale un caractère novateur qui, pour se développer, a un besoin de financement énorme au départ et qui deviendra rentable au fur et à mesure au bout d'un certain nombre d'années, au bout d'un certain nombre de clients qui aura été atteint. Donc en fait, les startups, de manière générale, c'est un modèle économique qui est complètement perdant, qui n'est absolument pas rentable sur les premières années et qui le devient à un moment donné. Et donc quand on parle de startup et donc de générer de la plus-value dans une startup, l'un des seuls moyens qu'on vous présente pour gagner de l'argent dans l'investissement en startup, ça va être la revente. Quand on parle de revente, ça va être soit un nouvel investisseur qui rentre dans la boîte et donc qui va racheter les parts des anciens investisseurs. Première solution de gagner de l'argent. Vu que vous êtes rentré plus tôt, vous avez la possibilité de vendre plus cher. La deuxième solution, c'est un rachat total et complet de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une grosse boîte qui arrive, qui dit « Ok, moi ta boîte elle m'intéresse, je te rachète tout, au revoir, passe de bonnes vacances, prends ton chèque ». Ça, c'est les deux seuls moyens qui existent dans l'investissement en start-up pour gagner de l'argent. Parce que l'aspect des dividendes est complètement éloigné et complètement écarté parce que le caractère d'une start-up, c'est de cramer le cash au début, cramer le cash rapidement pour espérer atteindre à un moment la rentabilité et pouvoir peut-être redistribuer des dividendes. Mais ça, c'est absolument pas le modèle qui est plébiscité. C'est vraiment un modèle qui est complètement mis à la marge. Et de manière générale, c'est soit un nouvel investisseur qui va racheter des parts de l'entreprise et donc vous allez pouvoir récupérer de la plus-value. Ou bien, deuxième solution, c'est un investisseur, une boîte, un fonds d'investissement qui va venir et racheter complètement la boîte. Donc, imaginons, d'accord ? On reprend le chiffre qu'on a pris précédemment. Imaginons qu'on a 10 startups qui se lancent en France chaque année musulmanes, qui sont licites à l'investissement. On sait que déjà statistiquement, on en a 90% qui vont mourir au bout de 5 ans. Là, je parle uniquement de statistiques. Bien entendu, si on prend que 10 startups, peut-être que la statistique ne sera pas exactement la même. Peut-être qu'on en aura 3 qui vont fonctionner. Mais de manière générale, on a toujours la majorité des startups qui meurent et une minorité qui reste en vie.
Maintenant, en tant que musulman, on n'a pas le droit de faire rentrer n'importe quel investisseur dans son entreprise pour des questions éthiques. Deuxièmement, on ne peut pas laisser n'importe quel type de fonds, n'importe quelle source d'investissement rentrer dans sa startup. Si on sait que c'est de l'argent qui est complètement haram, on peut difficilement laisser cet argent rentrer dans la boîte. Et enfin, le troisième élément, c'est les conditions d'investissement de l'investisseur ne sont pas toutes licites. Je m'explique. Ceux qui détiennent la liquidité, donc ceux qui peuvent vous permettre à vous en tant qu'investisseur de gagner de l'argent sur de la startup, soit en rachetant vos parts, soit en rachetant complètement la boîte. J'éloigne le modèle de racheter complètement la boîte parce que peut-être sur les 20 dernières années, j'ai encore jamais entendu parler d'une startup qui a été rachetée par une grosse entreprise. Ok, startup musulmane, on reste toujours dans ça. Et donc, quand on regarde ce modèle-là, on se rend compte qu'en fait, ceux qui détiennent la liquidité et ceux qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent, c'est les fonds d'investissement. C'est les VC, les venture capital dont je vous parlais précédemment. La problématique principale de ces venture capital, c'est la liquidité préférentielle. C'est-à-dire que lorsque ce fonds d'investissement va investir en start-up, il aura dans ses conditions d'investissement, c'est-à-dire qu'il va dire écoute, moi je suis prêt à investir chez toi, par contre, je mets la condition de liquidité préférentielle. Cette liquidité préférentielle en islam, elle n'est pas licite. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est associé dans un projet, il faut que le partage des risques et des bénéfices soit équivalent. Et à ce moment-là, si quelqu'un vous dit non, moi j'ai une liquide préf, je ne vais pas rentrer dans le détail de la liquide préf, mais pour vous faire comprendre, c'est le fonds d'investissement a très peu à perdre. Et tout le risque est supporté par l'entrepreneur. Et donc ça, c'est illicite en islam. Et de ce point de vue-là, le fondateur de start-up musulman ne peut pas accepter l'argent venant d'un fonds d'investissement s'il y a cette condition. Si les conditions du fonds d'investissement, bien entendu, sont licites, etc., il n'y a pas de souci, let's go. Mais de manière générale, elles ne le sont pas. Et donc, le fondateur de start-up se retrouve à une baisse drastique des potentiels investisseurs, donc des potentielles liquidités qui pourraient permettre à son entreprise de se développer encore plus et qui pourraient permettre à ses investisseurs ou à lui-même de se développer et donc de gagner de l'argent. Là, vous commencez un petit peu à comprendre à quel point est-ce que c'est difficile pour le musulman de gagner de l'argent en start-up. Pourquoi ? Parce que déjà, le nombre de start-up dans lesquelles on peut investir est extrêmement réduit. Le nombre de startups qui meurent au bout de 5 ans est de 90%. Et la majorité, on va dire peut-être 90% des fonds d'investissement, 90% de ceux qui détiennent la liquidité, vous les mettez de côté parce que vous ne pouvez pas les faire rentrer dans votre fonds, vous ne pouvez pas les faire rentrer dans votre entreprise si vous tenez à garder cet aspect licite, Inch'Allah. Là, en tant qu'investisseur, vous devez déjà commencer à vous poser des questions. Mais attends, comment est-ce que je peux gagner de l'argent dans l'investissement startup si c'est aussi compliqué de trouver de la liquidité, de trouver de nouveaux investisseurs qui vont racheter des parts de l'entreprise ou bien même racheter notre entreprise. Et en fait, c'est normal. C'est normal que c'est difficile. C'est normal de se poser la question. Et c'est normal que dans votre pyramide patrimoniale, l'investissement startup ne représente qu'une toute petite partie. Mais ça, j'en parlerai juste après pour rentrer dans le détail. Le troisième problème, en réalité, qu'on constate, c'est que les startups qui sont proposées, les startups dont on entend parler, nous ici en France, dans le monde en France spécifiquement, en réalité, ce n'est pas vraiment des startups. Ce n'est pas vraiment des startups. Parce qu'il n'y a pas de caractère innovant. Ou bien s'il y en a, il reste très réduit, ce n'est pas une vraie innovation, c'est quelque chose qui a été amené, on n'est pas sûr. Et quand on voit ça, on se rend compte qu'en réalité, l'investissement start-up, en tout cas en France pour le musulman, n'est pas vraiment ce qu'il est, n'est pas vraiment start-up, n'est pas vraiment aussi risqué qu'il n'y paraît. Étant donné qu'on n'est pas que sur de la start-up, on est sur des modèles économiques qu'on appelle start-up pour faire un petit peu stylé, pour faire un peu classe, parce que investir en start-up, c'est sexy. Même si je connais très peu de musulmans qui ont gagné de l'argent en start-up. Mais voilà, ça reste sexy, donc allez, let's go. Il faut qu'on investisse un peu en start-up. Mais en réalité, les start-up dont on entend parler, ce n'est pas vraiment des placements aussi risqués qu'une start-up. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des modèles économiques qui vont être beaucoup plus stables. On est sur de l'e-commerce, sur des produits qui certes ont été développés, mais on est sur des produits, des consommables, des produits plutôt retail qui restent quand même, qui ont une certaine base, qui font que c'est un petit peu plus sécuritaire, si on veut.
C'est un petit peu plus rassurant pour le musulman d'investir dans ces classes d'actifs-là. Mais attention, point de vigilance extrême. Il y a énormément de choses dans l'investissement en start-up qui ne sont pas licites, mais que, étant donné qu'on n'a pas la formation attitrée pour dire si ça l'est ou pas, beaucoup se lancent dans l'ignorance. Beaucoup se lancent dans l'investissement start-up avec ignorance, sans se poser les bonnes questions. Allez, let's go, c'est bon, je commence à investir en start-up, ça va le faire, le projet il a l'air intéressant, le projet il n'est pas haram, et ben let's go, je peux mettre mon argent. Mais je ne sais pas, si ça vous suffit, j'ai envie de dire tant pis, c'est dommage, c'est pas une bonne chose. Parce que malheureusement, l'investissement est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et il y a beaucoup plus de contraintes que ce qu'on croirait. Donc vous devez être vigilant, faire attention à vos investissements et vous poser les bonnes questions. Enfin, pour conclure cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de cette pyramide patrimoniale. Cette pyramide patrimoniale, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à investir en start-up si on n'a pas déjà des bases, des prérequis, un peu un matelas de sécurité qui va nous permettre de supporter les difficultés financières qui peuvent nous arriver du jour au lendemain, qui va nous permettre de, dans une certaine mesure, préserver la valeur de notre argent en investissant cet argent-là dans des réserves de valeur bien spécifiques, comme détenir un petit peu d'or, détenir un petit peu de métaux précieux de manière générale, bien sûr toujours en respectant les règles de finance islamique dont je vous ai parlé précédemment, dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Avoir un petit peu d'immobilier, parce que l'immobilier, la pierre, ça ne disparaît pas, c'est quelque chose de beaucoup plus serein et rassurant, peu importe l'aspect peu importe la géographie du bien, je ne parle pas de ça, mais c'est important quand même de construire cette pyramide patrimoniale. Et donc, pour votre information, l'investissement startup est la dernière classe d'actifs que vous devriez développer dans votre portefeuille. La dernière classe d'actifs. Il ne faudrait que ça ne représente que 5%, au maximum 10% de votre patrimoine total. Par exemple, si vous avez un patrimoine total de 100 000 euros et que vous prenez 10 000 euros, vous mettez 1 000 euros dans 10 startups, ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Même si vous devez complètement partir du principe que ces 10 000 euros, ils sont perdus. Au moment où vous les avez envoyés, partez du principe que ces 10 000 euros sont perdus. Si après un beau jour, on vous rappelle, oui, allô, événement de liquidité, oui, allô, tu as fait fois 3, 4, 5, 6, 7, 10 sur ton placement, ok, bah tant mieux pour toi. Tu récupères cet argent, alhamdoulilah, en espérant que l'investissement a bien été réalisé, en espérant que l'investissement est licite, etc., etc. Tout ça, c'est des données à prendre en compte. Bien entendu, vous êtes responsable de vos propres choix. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est à vous de prendre vos propres décisions, de vous positionner en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je laisse l'espace commentaire pour que vous puissiez me donner votre avis, partager vos expériences avec l'investissement startup si vous avez déjà investi en startup. Et si ça vous intéresse de découvrir de nouvelles startups, d'y investir, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salam alaikum.